Alors je m'appelle De Laurentiis, je suis artiste, productrice et j'ai sorti mon deuxième album il y a quelques jours qui s'appelle Musicalisme sur le thème de la synesthésie, c'est-à-dire le lien entre les sons et les couleurs. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Comment la musicienne et productrice De Laurentiis fabrique ses morceaux comme des longs métrages imaginaires. Elle est dotée d'une faculté mentale que l'on appelle la synesthésie. Elle convoque l'intelligence artificielle pour concevoir sa musique et produire des morceaux électroniques atmosphériques. Elle nous dit tout sur la réalisation et la composition de son deuxième album, Musicalisme, sorti il y a quelques jours. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Bonjour De Laurentiis, merci de m'accueillir ici dans ton studio. Merci d'être là. De Laurentiis, c'est ton nom de famille ou c'est ton nom d'artiste, en hommage peut-être au producteur de films italiens? Alors, De Laurentiis, c'est mon nom d'artiste. Mon prénom, c'est Cécile. Je suis originaire de Toulouse, comme on peut l'entendre. Et De Laurentiis, c'est le nom de ma mère. Quand j'ai choisi mon nom d'artiste il y a quelques temps, j'ai choisi ce nom-là parce qu'en fait, évidemment, il m'évoquait Dino De Laurentiis, le producteur de cinéma italien. Parce que quand on était petit, dans ma famille, on avait l'habitude de... En fait, mon grand-père lui-même projetait des films qu'il faisait. Et donc, on avait l'habitude de se réunir et de regarder des films ensemble sur un écran. Et aussi, évidemment, de regarder les films qui passaient à la télé, qui étaient produits par Dino De Laurentiis. Et c'était toujours un clin d'œil de se dire, c'est la famille, on vient de là. Donc, comme je suis très inspirée par la musique de film, que je pense souvent mes morceaux dans la production et dans la construction comme un scénario, en fait, avec des scènes, avec des personnages, c'était pour moi logique de prendre ce nom-là qui évoquait quand même le cinéma. Ton premier souvenir musical, quel est-il ? Il y en a deux vraiment fondateurs, on va dire. Le premier, c'était les News Monk, c'est Blue Monk. Et ça, en fait, c'était, je sais pas, franchement, je pense que j'ai 5 ans, un truc comme ça. Et c'était dans le salon, mon père est pianiste de jazz et ma mère est une grande mélomane et collectionneuse de vinyles. Et donc, elle avait plein de vinyles de jazz. Et il y avait ce vinyle qui passait, en fait, dans le salon. Et moi, tout de suite, j'ai eu une espèce de trucs corporels ou comme les enfants, quoi. J'ai eu envie de danser et je me rappelle d'avoir fait le tourniquet jusqu'à ce qu'on tombe, quoi. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. Et en fait, vraiment bien plus tard, mais des années plus tard, j'ai appris que Télénews Monk faisait aussi ça. En fait, il avait l'habitude de se lever pendant les concerts et il tournait sur lui-même. Et en fait, c'est drôle, quoi. Enfin, voilà, moi, la première fois que j'ai eu et après, c'est le premier thème que je chantais tout le temps, en fait, que j'ai retenu et que je reproduisais. Et puis après, c'est quelques années après, là, je dois avoir 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et là, c'est d'avoir vu Le Dernier Empereur de Bertolucci avec la musique de Ryuichi Sakamoto. Allez, on écoute un court extrait de cette bande originale. J'ai eu vraiment une énorme émotion de l'association justement de l'image et de la musique. Et j'ai compris à ce moment-là, que l'image et la musique augmentaient l'émotion qu'on pouvait avoir. Et encore une fois, encore aujourd'hui, c'est une BO que j'écoute beaucoup. Est-ce que tu as une formation musicale et si oui, laquelle ? Au départ, je me suis vraiment formée toute seule. Quand j'étais petite, j'avais des synthés, des pianos toys, des choses comme ça. Il y avait le piano de mon père de temps en temps où j'allais explorer. Moi, j'aimais bien relever des thèmes, mais de manière vraiment intuitive. Et c'est assez tard, finalement, que je suis rentrée au conservatoire, vers 18 ans. Et ensuite,
piste parce que moi je voulais apprendre la musique en fait, je voulais vraiment faire formation musicale, comprendre le solfège en fait. Donc c'était pour moi la meilleure école. Et après j'ai fait musicologie option jazz où là j'ai appris surtout l'harmonie, l'improvisation. Et parallèlement en fait à ça, comme j'étais quand même déjà jeune adulte, j'ai commencé à jouer des standards et à faire aussi mon bagage musical, l'apprendre sur scène. Donc tu te produisais comme pianiste de jazz finalement. Alors c'était surtout de la voix au départ. Le piano, ça restait à la maison. Okay. Sur scène, c'était la voix. J'ai beaucoup chanté, beaucoup improvisé, et le piano a toujours été, on va dire l'instrument clavier, quoi, les touches noires et blanches, un outil de composition et de production. Donc déjà, je faisais ça en fait à la maison. J'avais Cubase. Ça, c'était mon premier logiciel. Mais c'était quelque chose de... Quand je dis que c'était confidentiel, c'était un peu mon jardin secret, quoi. C'était l'espace dans lequel je composais, je produisais, mais c'était très différent de la musique que je jouais sur scène, qui était, en fait, chanter des standards de jazz et jouer avec des musiciens, des quartets, des quintettes. Et la musique que je produisais chez moi, elle était différente en fait, parce que voilà, elle était inspirée par la musique de film et aussi par le gros coup de cœur que j'avais eu à l'époque de Laurie Anderson. Et c'est à quel moment que tu as décidé de te produire seul sur scène avec la musique électronique que tu produisais à la maison? C'est assez tard, c'est vers 28 ans que finalement j'ai eu envie de faire mon premier concert avec mes compos. Et donc, en fait, tout ce que je produisais depuis toutes ces années chez moi, dans mon studio avec Cubase, là, je l'ai fait jouer par des musiciens. Donc, en fait, c'était de la musique électronique au départ qui devenait de la musique jouée, en fait, en live avec des musiciens. Et ça a été comme ça pendant des années, pendant toutes les années toulousaines. Et puis après, pendant 2 ans, donc, parce qu'à 30 ans, je suis arrivée à Paris. Et là, j'ai endossé c'est ce rôle-là d'être artiste en fait, et de me dire j'ai envie de montrer mon travail, de montrer mes productions, et donc c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai arrêté totalement de faire du jazz et d'en faire un métier pour vraiment arriver sur Paris, me confronter à d'autres scènes, à un autre réseau, et donc là j'ai beaucoup appris parce que j'ai rencontré plein d'artistes différents, plein de mouvements différents. Et puis aussi, surtout, je me suis retrouvée toute seule sur scène. Ça a été aussi un grand pas. Donc là, on est dans les années 2010. Tu vas produire énormément de musique jusqu'à sortir ton premier album, Unica, en 2021. C'est vrai qu'en 2015, c'est là que je sors mon premier EP, et ça correspond à l'année d'avant en fait, où je signe. En fait, comme j'arrivais sur Paris depuis pas longtemps, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur. Ça a été vraiment ma première rencontre professionnelle. Il a écouté tout ce que j'avais produit justement depuis toutes ces années, et il m'a dit là tu as vraiment quelque chose qu'on recherche justement chez un compositeur, c'est sa manière de produire. Et en fait, donc voilà, il m'a proposé un contrat, et donc c'est là que ça a commencé, où quand tu signes avec un éditeur, ils te font participer à des séminaires, et aussi ils t'équipent aussi au niveau du matériel. Donc d'un seul coup, j'ai eu assez de matériel, plus de matériel que ce que j'avais quand j'étais à Toulouse, pour vraiment faire un premier enregistrement de ce premier EP, qui était un peu, on va dire, mes premières explorations avec ce nouveau matériel, donc avec les moyens que j'avais à l'époque, qui étaient quand même pas non plus ceux que j'ai aujourd'hui, mais c'est le reflet de ce que j'étais à ce moment-là. Et à partir de là, ça a été comme une boulimie, quoi. En fait, j'ai tout le temps produit. J'étais très, très productive, en fait. Donc, tous les 6 mois, à peu près, j'avais l'équivalent d'un EP. Et comme je l'avais, j'avais envie de le sortir. Donc, je le sortais
Voilà, donc depuis 2015, j'ai vraiment sorti plein de choses en fait, parce que c'est comme j'étais dans mon studio et que je m'équipais de plus en plus et que j'avais à chaque fois une nouvelle machine, un nouveau son, une nouvelle idée, ça faisait que j'avais à chaque fois des choses à proposer et que je les sortais, quoi. Et Unica alors Alors Unica, c'est sorti en 2021, j'ai commencé à travailler dessus en 2018. Et là, j'avais envie de m'attaquer à un album. Donc pour moi, c'était comme m'attaquer à un film, en fait. Donc ça allait prendre du temps. Je voulais trouver un thème. Je voulais trouver des décors, des personnages. Et donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Et donc j'ai trouvé ce concept qui était Unica, ma sœur numérique, qui est l'entité qui émane des machines et de la technologie qui m'entoure. C'est vrai qu'à force d'avoir passé beaucoup de temps en studio, je sais pas, au bout d'un moment, je me rendais compte qu'il y avait des bugs, il y avait des accidents numériques qui m'amenaient de nouvelles idées et qui parfois vraiment m'amenaient des idées auxquelles je pense que j'aurais pas eu sans les machines. Et je me demandais même des fois, est-ce que c'est moi ou c'est la machine? Et à force, j'ai commencé à développer, à visualiser cet être. Et j'ai repensé au conte de Pinocchio où Geppetto dans son atelier fabrique son Pinocchio. Donc je me suis dit, ça c'est le concept de l'album, je vais fabriquer mon Unica. Donc j'ai développé sa naissance et sa croissance et son évolution sur tout l'album jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie intelligence artificielle. Totalement autonome et indépendante. Voilà, moi j'imaginais à l'époque que Unica pourrait être une application ou qu'elle pourrait faire des concerts parallèlement aux miens et qu'elle créerait sa propre musique. Et donc, sauf que là, on était en 2018 et que pour arriver à ça, je voulais évidemment travailler avec des outils d'IA. À l'époque, personne n'en parlait, c'était vraiment très, très compliqué de trouver des gens avec qui travailler. Et là, une fois en soirée, je croise Benoît Carré, avec qui j'avais déjà fait justement des morceaux en séminaire avec mon éditeur. Et donc on se revoit et je lui parle de mon projet et je lui dis voilà, moi je cherche des gens qui travaillent sur de l'IA, est-ce que tu as une idée? Et il me dit c'est vraiment c'est une belle synchronicité parce que moi je travaille depuis quelque temps chez Spotify au laboratoire de recherche où on cherche des artistes pour essayer des outils d'IA. Donc évidemment, j'y suis allée. Et là, pendant 1 an, j'y suis allée régulièrement. Et on travaille avec les développeurs. À chaque fois, on bossait sur des outils. Moi, je repartais chez moi avec toutes les pistes générées. Et l'idée, c'était de ne rien altérer, de juste faire des choix pour que vraiment, au bout de 1 an, un morceau existe. Donc, quand tu vois qu'aujourd'hui, avec Suno, avec quelques mots-clés, tu as un morceau en quelques secondes. Bon, voilà, à l'époque, c'était 1 an. Mais moi, j'ai adoré ce travail un peu... j'avais l'impression qu'on était des pionniers. Moi, je parle souvent de Laurie Anderson, pionnière de la musique électronique, et comment elle, dans son studio, avec ses moyens à l'époque, avec les sampleurs qui étaient très... limité en termes de mémoire, donc c'était des tout petits samples, et c'est comme ça qu'elle a créé son morceau Oh Superman, quoi. C'était hyper innovant et créatif d'avoir réussi avec ce petit gimmick de faire un morceau comme ça. On écoute l'intro de Oh Superman de Laurie Anderson. Oh Superman, oh John, oh Mom and Dad, Mom and Dad. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que tu es synesthète et que tu peux nous expliquer ce qu'est la synesthésie et ce que cela génère chez toi. Alors en fait, depuis que je suis petite, dès que je ferme les yeux et que j'écoute de la musique, je vois des couleurs, je vois des formes, des personnages, des images, et parfois c'est comme un court-métrage qui commence, mais instantanément.
Donc ça c'est quelque chose de très intime et de très personnel. J'en ai jamais vraiment forcément parlé. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé à utiliser le premier instrument que j'avais, c'était électronique, c'était le Push d'Ableton. Ensuite les ZRAE d'Unbod.me. Et en fait, ce sont des pads lumineux et colorés. Et c'est depuis 2016 en fait, donc c'était juste un an après avoir sorti mon premier EP où j'ai complètement accueilli ces instruments. Enfin, j'ai remplacé tout ce qui était synthétiseur et clavier avant par ces instruments-là, parce que pour moi c'était logique. Je pouvais enfin organiser ma musique et mes sons avec des couleurs. Donc j'organisais sur mes pads les couleurs et parfois aussi les morceaux vraiment étaient dans des teintes vraiment bien précises. Donc ça faisait déjà des années que je pratiquais la musique avec les couleurs. Donc si je comprends bien, le titre de ce deuxième album-là qui vient de sortir il y a quelques jours, Musicalisme, c'est complètement inspiré de cette association son et couleurs, quoi. Juste avant de commencer à composer, j'étais au début de l'écriture de l'album. Je vois ce mot, en fait, je crois sur une affiche, je sais plus, musicalisme. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Et là, je découvre un mouvement pictural des années 30, où en fait, c'était des peintres synesthètes qui essayaient de reproduire la musique et les sons sur leur toile. Donc ça donnait des choses très graphiques comme la symphonie du vert, la symphonie du jaune, et c'est un mouvement qui n'a pas duré très très longtemps, mais qui pour moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit tiens, mais en fait ils font le chemin inverse de ce que moi je fais depuis des années, et ce mot est tellement fort que pour moi il est hyper inspirant, je vais le choisir comme le titre de mon album. Donc et à partir de là, j'ai fait un tableau de correspondance pour essayer de comprendre et d'être au plus près de ce qu'était ma synesthésie, parce que la synesthésie c'est quelque chose de très personnel. Encore une fois, c'est une association dans le cerveau qui n'est pas naturelle de deux sens. Donc là c'est les couleurs et les sons, donc la vision et donc l'ouïe. Et donc essayer de comprendre pourquoi ces sons-là, ces instruments-là, ces harmonies m'évoquent du rouge ou m'évoquent du vert. Donc j'ai fait tout un tableau de correspondance avec des instruments, avec des gammes mineures, majeures, des émotions liées donc à ces couleurs. Et j'ai pris le tableau en me disant je vais penser l'album comme une musique de film où chaque couleur est les personnages. Donc je vais commencer par le blanc, parce que pour moi c'est la toile blanche, c'est la toile du peintre où tout est à écrire et tout est à faire. Et ensuite je vais décliner comme ça toutes les couleurs jusqu'au dernier, Musicalisme, qui est la synthèse en fait, qui est l'arc-en-ciel, le morceau qui réunit en fait toutes les couleurs, donc il est un peu fou. Donc concrètement, comment s'est passé l'enregistrement et la production de cet album ? Donc j'ai eu la chance d'être contactée par l'équipe innovation de Radio France justement au début de l'écriture de l'album, parce qu'en fait ils m'avaient vu sur la scène de l'Espro à l'IRCAM où j'avais participé au Forum du son et j'avais interprété un titre avec le chœur virtuel et les gants Mimou de Imogen Heap. Et en fait ils ont vraiment eu un coup de cœur pour la prestation et ils m'ont dit on cherche un nouvel artiste pour produire un live 360. Donc on se fait un visio et donc c'est là que je rencontre Hervé Desjardins, l'ingénieur du son, où je leur parle de ce concept. Et là, ils me disent, vraiment, c'est encore une fois synchronicité, ça tombe vraiment bien parce que on cherchait justement un artiste ou une artiste qui a aussi l'univers visuel qui peut être développé en 360. Ils ont adoré le concept de la synesthésie et du musicalisme et ils m'ont dit, ok, on part là-dessus. Donc là, j'ai commencé à aller en studio et donc j'arrive à Radio France et je rencontre Hervé en vrai. Et là, dès que j'arrive dans son studio, je vois le vinyle de Jean-Michel Jarre, Oxymore, et je lui dis waouh, c'est fou parce que j'adore cet album. Et justement, c'est la première fois que j'ai écouté une musique en binaural, c'était sur l'album de Jean-Michel Jarre. Et il me dit justement, nous l'avons mixé ici et pendant 2 mois. Et donc là, il me fait écouter l'album en condition, parce que moi je l'avais écouté donc en binaural au casque, mais là je l'ai écouté dans le studio de Hervé qui est équipé en Dolby Atmos. Et donc là, effectivement, j'ai fermé les yeux
Et j'ai vu beaucoup de choses. Là, c'était un espèce de festival parce que, en fait, le fait que ce soit spatialisé, qu'on soit au centre de la musique, fait que au niveau du cerveau, on est totalement présent à ce qui se passe. Et d'un seul coup, d'écouter l'album de Jean-Michel Jarre avec tous ces mouvements qui, pour moi, le mix de cet album, c'est ce qui se fait. Enfin, pour moi, c'est la référence de ce qui se fait de mieux en termes de mix spatial. Et donc là, j'ai réouvert les yeux et là, j'ai dit à Hervé, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'avoir été shootée, quoi, carrément. Et donc là, c'est parti et on a commencé à. Donc là, il m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu commences l'écriture directement en audio spatial, parce que là, j'avais écrit juste un titre. Et donc, en fait, il m'a équipé dans mon studio en système 5.1 pour que je puisse composer en son spatialisé. Parce que c'est ce que Jean-Michel Jarre aussi explique beaucoup. Pour arriver à quelque chose d'intéressant en termes de son spatial, il faut avoir pensé l'écriture dans l'espace. C'est pas comme un artiste qui va faire un album en stéréo et qui après va donner ses stems à un mixeur qui les mixe. Non, c'est vraiment penser la musique dès le départ. Chaque son a été déjà expérimenté dans l'espace, dans mon studio. Et après avoir fait tout l'album, je suis allée dans le studio de Hervé à Radio France. Et là, on a mixé en Dolby Atmos. Donc là, ça allait beaucoup plus loin, évidemment, que sur mon système 5.1. Donc on a pu, et puis surtout, je bénéficiais de l'expérience de Hervé, qui lui mixe en Dolby Atmos depuis au moins 15 ans et qui aussi mixe en live. Il a développé tout un système avec le SPAT, avec le Elisa de L Acoustic, avec Nuendo. Enfin, il a tout un système qui fait qu'il peut mixer en live et en studio, et qu'il a toute une écriture aussi qu'il a pu expérimenter. Donc voilà, de tout ce qui est, on va dire, le lien cognitif avec la musique, de pourquoi on va passer cet élément-là près de l'oreille, pourquoi celui-là on va le placer derrière, pourquoi celui-là on va le placer au-dessus, dans quel sens on va faire tourner les objets. Voilà, ça c'est des choses qu'on a pu expérimenter et on a pu prendre le temps. Pendant 6 mois, on s'est vu comme ça régulièrement. On s'est fait des sessions et donc on est allé. Enfin voilà, c'est un temps. Moi, je m'estime vraiment très très chanceuse d'avoir eu accès à ce temps-là en studio avec Hervé, parce que ça peut ressembler au mix il y a quelques années où les artistes prenaient le temps de mixer un album. Aujourd'hui, on doit faire ça en quelques jours. Et là, j'ai eu la chance d'y passer vraiment des semaines, voire des mois. Bon, je crois que c'est le moment d'écouter un extrait de ton album Musicalisme qui s'appelle Submersive Red. Branchez le casque, montez le son et on écoute. Bon, là, on se rend bien compte justement de toute la spatialisation des sons. Mais il y a une chose aussi très importante
dans ton album, c'est la voix, puisque tu es chanteuse, tu nous l'as dit tout à l'heure. Et cette voix fait partie de la musicalité de ton album. Bah ouais, c'est vrai que la voix, depuis très très longtemps, en fait, je l'utilise comme instrument principal. Mais justement, souvent détourné du fait de l'art du chant, en fait, où on chante des mots, où là, je l'utilise plus de manière rythmique, de manière harmonique, de manière comme des petits gimmicks. Et surtout, j'aime explorer les sons qui peuvent se cacher derrière, les sonorités qui se cachent quand on utilise la technologie, quand on utilise les effets. C'est pour ça que j'ai adoré Laurie Anderson tout de suite dans sa manière d'utiliser le vocodeur. Et donc entre les samples, les vocodeurs, là le chœur virtuel de l'IRCAM, le fait de aussi avec les IA, où en fait moi toutes les sources que j'utilise c'est tout le temps ma voix. Donc pour fabriquer un kit de batterie en IA, pour fabriquer un instrument, un synthé, en fait je vais prendre ma voix tout le temps. Alors après c'est vrai qu'on ne reconnaît plus du tout le son de la voix, mais moi, symboliquement et philosophiquement, je me dis, ce son-là est absolument unique parce qu'il a été fait à partir de ma voix, et comme chaque voix est unique, ben voilà, la recherche, c'est vraiment que ce soit quelque chose d'unique. Sur Musicalisme, là on vient d'écouter Submersive Red qui évoque évidemment le rouge. Chaque titre correspond à une couleur et donc à une émotion. On va passer de titres vraiment plutôt atmosphériques et planants à des titres plus électro et voire dansants, voire techno. Moi, j'aimais bien ce truc-là dans l'album de justement voilà, visiter plusieurs personnages et plusieurs états. Et Supermassive Red, voilà, le rouge, pour moi, c'est tout ce qui est basse, infrabasse, feu, c'est au niveau des émotions, c'est la passion, c'est la rage, donc c'est quelque chose évidemment. Après voilà, moi je suis assez mystique aussi, donc le rouge au niveau des chakras, c'est le chakra de la terre en fait, le chakra du bas, donc le chakra du bas du corps, donc c'est évidemment ce qui est relié aux jambes, donc à l'envie de danser. Et donc en fait pour moi j'ai visualisé voilà un volcan, une coulée de lave, et après voilà comment le décrire en sonorité, en musique. Donc c'est un morceau qui est venu assez vite finalement, et là j'ai composé à l'ERAE. Donc l'ERAE en mode MPE, où j'avais cet instrument, ce synthétiseur que je jouais et qui en fait m'a inspiré tout de suite les premiers accords de Supermassive Red, et après ça a été comme la coulée de lave du volcan, enfin tout est arrivé comme ça, les sons, donc il y a vraiment ce jeu dans le morceau où on va passer de ce moment en fait où le volcan est calme, mais en même temps on sent que le danger est proche, donc il y a ces sonorités où justement j'utilise ma voix, je la déforme, ça donne un son un peu hybride, un peu comme des instruments cuivrés qui voilà, qui feraient des espèces de legato comme ça entre les notes. Et après ce moment où évidemment le kick rentre avec cet arpeggiator, et qui fait que là c'est parti, le volcan a explosé et la lave elle coule quoi. Oui, c'est vrai que c'est une belle innovation, une vraie belle innovation, que de pouvoir assister à un concert où le visuel est aussi important que la musique. En tout cas, c'est vrai que pour Radio France, je sais que ce qu'ils ont aimé ce qu'ils recherchaient à ce moment-là, c'était d'aller plus loin. Parce qu'à chaque fois, en termes d'innovation, ils veulent toujours aller plus loin. Et jusqu'à présent, ils avaient testé le son 360. Ils ont fait beaucoup d'exploration avec la tournée de Molécule, avec Irène Drezel, avec évidemment Jean-Michel Jarre. Oui, Molécule que j'ai déjà reçu dans Melody Maker. Et donc là, c'était l'étape d'après, rajouter l'image évidemment interactive et générative, c'est-à-dire que c'est vraiment en temps réel que les images se créent et en 360, donc ça c'était vraiment en termes de technologie une innovation. Et évidemment ton album Musicalisme, on peut l'écouter sur les plateformes d'écoute mais aussi en vinyle de façon spatialisée.
en Dolby Atmos sur les plateformes où c'est possible, donc essentiellement Apple Music, en version binaurale au casque un peu partout. Et après, évidemment, les gens qui sont équipés chez eux en système spatial aussi, que ce soit du 5.1, du Dolby Atmos, c'est aussi une expérience à vivre chez soi. Et aussi avec le téléphone. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au moment où en fait on a masterisé l'album, d'un procédé qui s'appelle le transaural et qui est donc tout ce qui est iPhone et laptop MacBook de Apple sont équipés de cette technologie qui permet de reproduire sur les haut-parleurs le binaural. Donc c'est-à-dire que moi j'ai fait l'expérience en fait sur mes titres, donc quand on les écoute sur Apple Music avec le téléphone, si on met le téléphone dans le sens vertical, on écoute en stéréo, et si on le met en sens horizontal, on est en audio spatial. C'est vraiment bluffant. Et pareil sur le laptop. On peut s'en rendre compte, par exemple, Netflix aussi souvent mixe les films en Dolby Atmos, et en fait avec les haut-parleurs du laptop, on peut avoir le mouvement. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'au départ je me suis dit ça va être adressé à un public un peu de niche, mais en fait non, on s'aperçoit qu'avec les nouvelles technologies, tout le monde peut quand même bénéficier de ce son en 360, et en fait je pense que c'est l'avenir, quoi. Je pense qu'on est en train de, on a été dans la stéréo pendant très 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 longtemps, mais là je pense que vraiment dans les 10 années à venir, on est en train d'installer ce nouveau dispositif d'écoute. Et puis aussi en live, puisque en 2025, tu vas tourner énormément avec cet album, et tu vas justement, pendant tes concerts, avoir tout un dispositif d'écoute qui va permettre au public d'être complètement... d'être dans une situation immersive totale pour écouter ta musique. On va être dans l'immersion sonore, évidemment, par le son qui est en 360 avec le système ELISA, mais on va être aussi dans l'immersion au niveau des images, pour vraiment donner au public cette expérience de synesthésie, parce qu'en fait, dans ces concerts 360, la scène est centrale. On est avec Hervé sur scène, lui il spatialise en direct, le public est autour, et donc en fait il y a vraiment une vraie interaction avec les gens, parce qu'on vit la même expérience, on a le même son, il n'y a pas de retour. En fait, le retour qu'on a sur scène, c'est le retour des gens, du système 360, et au niveau des images, selon là où la personne se place, évidemment elle ne vit pas la même expérience. Et l'idée c'est ça, c'est que pendant 1 heure de show, d'inviter le public à être dans cette bulle et de vivre une expérience de synesthésie, d'être dans le cerveau de quelqu'un qui est synesthète et qui associe la musique avec les couleurs. Et suite à ça, évidemment, il va y avoir aussi des concerts 360 sans les images, parce que toutes les salles ne sont pas équipées avec des écrans 360. Donc quand il n'y a pas les images, c'est la lumière qui, par des tableaux, va créer la synesthésie. Et pareil pour le live stéréo, celui que j'ai fait au Transmusical en avant-première. Oui, les Transmusicales, c'est ce festival rennais où d'ailleurs c'est là que je t'ai vu pour la première fois sur scène, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de t'inviter sur Melody Makers. Donc là, tu vas tourner quand même pas mal toute cette année 2025 en France pour présenter ce nouvel album, et avec tout le système immersif son et image. Si vous voulez connaître les dates, allez sur le site de De Laurentiis. Et puis, je voulais préciser aussi que tu as la gentillesse de faire gagner un vinyle dédicacé de musicalisme. Et pour tenter de gagner cet album, rendez-vous sur la page Instagram de Melody Makers, donc Melody Makers Podcast. De Laurentiis, merci, et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi de m'avoir invité. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez.
Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.